Merci d'être venu ce soir. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'étais stressée. J'ai dit non, mais finalement, je suis un peu. J'ai changé d'avis. D'abord, je suis ravie, honorée de vous retrouver ici, à la Maison des Feuilles, pour ce 4e entretien donc, organisé par les éditions Héliotrope dans le cadre des activités entourant leur 15e anniversaire. Tout d'abord, remercier la Maison des Feuilles. D'abord, merci d'exister dans ce quartier auquel vous manquiez cruellement. Et surtout, merci de nous accueillir ce soir. J'en profite aussi pour remercier Héliotrope, plus particulièrement Olga et Florence, pour m'avoir accueilli au fil des ans aussi, dans les alentours de votre belle maison, à toutes sortes de titres, chapeaux divers et variés. Alors, merci beaucoup. Et merci à Alexandra pour l'organisation. Donc, pour souligner ces 15 ans d'existence, Héliotrope a choisi de laisser parler les autrices et les auteurs de la maison, de donner la parole à celles et à ceux qu'on entend, qu'on lit en fait beaucoup plus souvent qu'on ne les entend. Et vous les avez donc invités à répondre à une même grande question. À quoi ça sert la littérature ? Clin d'œil, m'a-t-on dit, à Édith Piaf et à sa chanson « À quoi ça sert l'amour » dont Olga apparemment est une fan finie. On va aller chanter d'ailleurs si vous êtes. On va insister tantôt. J'aimerais beaucoup parce que c'est pas moi qui vais le faire. On pourrait ouvrir l'événement par Olga qui chante la chanson. Oui, bonne idée. Alors pour chacune de ces 7 rencontres, une réponse a été suggérée donc à cette grande question à quoi ça sert la littérature et réponse qui on s'en doute bien n'est pas vraiment une réponse et constitue évidemment un prétexte à soulever d'autres questions et à se perdre dans d'autres fausses réponses. Donc pour cette 4e rencontre, on m'a confié la tâche de soumettre à la question les 3 grands gars maigres de la maison. Je ne sais pas pourquoi on m'a choisi moi pour ça, mais bon, on pourra en parler après aussi. Bon, je m'en plains pas pour le moment, en tout cas pas encore. On va voir par la suite. Je vais donc vous les présenter par ordre de grandeur. Alors à ma droite, Vincent Brault, 5 pieds 10 pouces, c'est ça? C'est ça. Qui est né à Montréal en 1978. Il a publié Le Cadavre de Kowalski en 2015, finaliste du prix des rendez-vous du premier roman, et La chair de Clémentine en 2017. Il publie aussi des essais sur l'art contemporain, notamment dans la revue Ciel Variable, et enseigne la philosophie au Cégep. Son plus récent roman, Le fantôme de Suziko, paru en 2021, 2021, Ouais. Exactement, au début, raconte les errances tokyoïdes, amoureuses et hypnotiques d'un Québécois au Japon, revenu sur les traces d'une artiste et performeuse nippone mystérieusement disparue. Ça va, C'est bien ça. C'est Ouais. bien ça. Tout à fait. En face de moi, donc né à Sherbrooke en 1978, David Clairson, 5 pieds 11 pouces avec la tête. Il vit à Montréal et il a été lauréat du Grand Prix littéraire Archambault ainsi que de l'édition québécoise du Festival du premier roman de Chambéry pour frères, paru chez Héliotrope en 2013. Il enseigne lui aussi la littérature, cette fois il enseigne au cégep, mais lui la littérature. En rampant, son 2e roman est paru à l'automne 2016. Il a publié en 2019 son 3e livre, Dormir sans tête, pour ceux qui n'avaient pas catché la joke. Finaliste au Grand Prix du livre de Montréal. C'est un recueil de nouvelles qui nous propose lui aussi de nous perdre en compagnie de toutes sortes de personnages et d'animaux étranges ou de personnages animaux, je ne sais trop, on va en parler plus tard. Nicolas Chalifour, 6 pieds et des poussières. Mon Dieu, je ne pensais pas, sérieux, j'étais étonnée. Il est né à Québec en 1970, mais quelques mois plus tard, sa famille fuyait vers Toronto. Puis, au bout d'à peine 4 ans, dans la Don Valley, en sens inverse, vers Montréal. Il a jadis été plongeur, garçon de table et serveur. Maintenant, il écrit et enseigne la littérature. Il est l'auteur de 3 romans, Vue d'ici tout est petit, Variété Delphi et Vol d'essai 408, son dernier qui raconte lui aussi des errances, cette fois celle bien arrosée et plus ou moins bien accompagnée d'un écrivain en exil à Lisbonne. Son 4e livre, qui devrait s'intituler Lettrine, est en chantier.
C'est bien ça. J'ai pas fait de grossière erreur encore. Alors, pour commencer l'entretien, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous me disiez en une ou deux phrases, c'est tout un défi, à quoi pour vous ça sert, la littérature? C'est moi qui commence, ouais. c'est ça? Oui, Okay. si tu veux. Ouais, c'est une grosse question, mais au fond, j'y ai réfléchi. Et, Oui, j'ai triché, je leur ai demandé avant. Puis, ben, pour moi, la littérature, ça sert au sens large à ouvrir des mondes, c'est-à-dire à rentrer dans la subjectivité de personnages ou d'auteurs. Et si on fait un lien avec est-ce que ça sert à voyager ou à fuir, eh bien, si c'est pour ouvrir un monde, mais ça sert nécessairement à, ou en tout cas, ça a comme fonction de se sortir de soi et donc, à quelque part, de voyager ou de fuir, et de se sortir de soi. Merci. Nicolas? Bon, moi, pour au moins au début, juguler ma propension à la digression, j'ai écrit un petit bout. Alors, la littérature peut servir à tout et à n'importe quoi. À faire voyager, fuir ou comprendre d'où l'on vient. À diffuser des idées, sensibiliser, émouvoir ou faire de la propagande. À soutenir l'industrie de la psychanalyse ou nuire à l'industrie de la psychanalyse. À rencontrer l'autre ou le craindre. À dire vrai ou peut-être dire plus vrai encore en faussant les choses. À empêcher les gens de tuer leurs prochains ou de se flinguer. Mais aussi, parfois, à encourager les gens à se flinguer avant de tuer tout le monde. Mais c'est quand elle ne collabore pas, les rares fois, les courts instants où elle ne sert à rien, strictement à rien, que, pour moi, la littérature prend toute son importance, devient véritablement la littérature en caractère gras et italique, parce que c'est de cette manière qu'elle nous fait exister plus fort. Pas nécessairement mieux ou plus mal, mais plus fort. Qu'elle nous permet d'exister davantage en nous écartant momentanément de la grande et très anesthésiante parade de l'utilité. Voilà. Merci pour ta Maintenant, je vais phrase. digresser. Ah, tu digresses pas? Non, j'ai fini. Ok, Là. parfait. Merci beaucoup. C'était le bout construit. Et David? Je vais rebondir sur un aspect de ce qu'a dit Nicolas. Moi, je pense que dans un monde comme le nôtre, consumériste, obsédé par le succès, l'argent et la pérennité, ça ne sert à rien, en fait. Une certaine logique. Et ce qui est magnifique, le fait que ça ne va rien est magnifique. Et je pense qu'il faut la penser telle qu'elle, surtout se dégager de cette obsession qui a avec la littérature, de se pérenniser par la littérature, l'obsession qu'on a beaucoup peut-être comme écrivain ou qu'on voudrait avoir ou qu'on ne devrait pas avoir, de se pérenniser, de vivre éternellement, ce qui est très judéo-chrétien. Donc je pense qu'il faut garder bien en tête l'idée que la littérature est inutile de ce point de vue. Et éphémère. Et éphémère, oui. Je ne crois pas à l'éternité des œuvres, ni à celle des classiques. Merci beaucoup. Moi, je vais vous donner ma définition, si vous voulez bien, que j'ai trouvée dans ton livre, en fait. Donc, je vais me permettre d'en lire un petit bout. À la page 65, donc de Dormir sans tête, cette langue renommait les portes et les murs, cette langue aussi parfois les ouvrait. Il disait des mots qui changeaient l'apparence des pièces, les agrandissaient, les faisaient s'étirer, y créaient des ouvertures. Ils en disaient d'autres qui faisaient s'allonger des escaliers. Et à l'hôpital, il créait des issues possibles, des portes sur ses murs extérieurs, des échelles descendant depuis ses fenêtres, des trappes s'ouvrant au plafond des caves. De texte en texte, leur errance ne semblait jamais devoir connaître de fin, alors qu'ils paraissaient échapper à la réalité, visiter un réel étranger au leur, dont ils croyaient parfois rester prisonniers, mais ils finissaient toujours par retrouver le monde extérieur. Toujours ils s'enfonçaient au milieu des marais, jusqu'à ce que Samuel les replace entre les murs de l'hôpital, dont il réinventait les couloirs et les pièces. Donc, c'est pour moi la définition de la littérature, cette ouverture de portes et cette perte de repère un petit peu aussi, et où on finit par se trouver un petit peu soi-même, en fait. Donc, voilà. Merci pour cette citation. Donc, je me suis d'abord un peu cassé la tête pour comprendre pourquoi l'équipe d'Héliotrope avait jugé bon donc, de réunir ces trois auteurs autour de cette même fausse réponse à fuir ou à voyager. Bon, je ne me la suis pas cassée très longtemps, à vrai dire, soupçonnant que la taille n'était pas votre seul critère. Donc, je risquerais peut-être une fausse réponse avant de vous redonner la parole.
qui pourra peut-être nous permettre de vrais échanges. Hein. Donc, je dirais d'abord qu'il me semble que dans le registre, sinon de la fuite ou du voyage, du moins du mouvement, les narrateurs de David se terrent, celui de Nicolas se perd et celui de Vincent cherche ou se cherche peut-être. On pourra en reparler plus tard. Et en lisant ou relisant vos livres, en fait, avec cette lorgnette de la fuite ou du voyage, il m'a semblé que s'il y avait voyage ou fuite dans vos œuvres, hein, au demeurant fort différentes, hein, il s'agissait davantage de voyages imaginaires, de porosité des frontières, d'échanges flous entre différents mondes, différents états, différentes temporalités, voire différentes espèces. Le tout, hein, malgré un pacte de lecture qu'on pourrait dire réaliste, a priori. Alors, vos livres, en effet, traversent des frontières, hein, qu'elles soient géographiques chez Vincent ou Nicolas, interespèces chez David ou chez Vincent d'une certaine manière aussi. Et ils opèrent tous, il me semble, une espèce de mise en forme de quelque chose de flou, d'incertain, hein, habité, je dirais, par une incertitude, voire une suspicion face au réel qui se présente constamment, il me semble, comme fuyant, qui se dérobe au narrateur tout autant que parfois aux lecteurs et aux lectrices que nous sommes. Ça va, je ne perds pas, vous vous reconnaissez. Ça s'en vient. J'aimerais donc tout d'abord, pour lancer la discussion, vous soumettre la citation de Claude Cahun qui ouvre encore le recueil de David. Je vous ai promis, c'est pas mon chouchou, là. Je vous ai tous lus, j'aime tous vos livres. Susceptible. Donc, la citation de Claude Cahun qui ouvre le recueil de David et qui se lit « Je déserterai vos armées, je circulerai librement dans l'espace intermédiaire ». Et donc, il m'a semblé qu'il s'agisse de La tête de renard dans ton livre, Vincent, de L'orang-outan, par exemple, hein, à l'intérieur de Louis chez David, ou des déambulations d'Antoine chez Nicolas. Vos personnages se situent tous, il me semble, dans cet espace intermédiaire. Alors, ma question, j'y arrive. En quoi la littérature est pour vous, pour chacun d'entre vous, un espace intermédiaire, hein, et cette circulation libre dans cet espace intermédiaire, qu'est-ce qu'elle vous permet de dire, en fait, de raconter ou de vivre, que ne permettent pas les espaces qui ne le sont pas intermédiaires? Je vous laisse. J'ai commencé la première fois, donc... David, veux-tu y aller? C'est moi qui ai la question la plus dure. Non, il y a pire après, Ah oui. attention. Ah non, mais là, tu as le choix, tu fais une meilleure chose, puis après ça, nous, on est pris avec les restes. C'est vrai, c'est vrai. J'ai essayé d'être très bon, mais je garantis. Pourquoi la littérature est un espace intermédiaire? Je ne sais pas si c'est vraiment un espace intermédiaire, peut-être. Je pense que si c'est un espace intermédiaire, c'est un espace intermédiaire entre la réalité et la réalité. Parce que je pense que la littérature ne permet pas de fuir ou de s'évader, mais ramène toujours au réel, ramène toujours au monde dans lequel nous vivons. Que si c'est un miroir du réel, plus ou moins déformant, plus ou moins réel, c'est un miroir qui nous ramène à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Tout comme le voyage, on parle du voyage aujourd'hui. Hein. Le voyage ne permet pas vraiment de fuir, mais de ramener à ce qu'on est en nous déstabilisant. Et peut-être que le voyage de l'aventure de la lecture ou de l'aventure de l'écriture est un espace intermédiaire qui nous permet de revenir à nous-mêmes par des chemins détournés, inattendus. C'est peut-être je dis que ça varie à la littérature, mais c'est peut-être une forme d'utilité ici, de nous ramener par des chemins qu'on ne pensait pas prendre à des choses qui nous habitent ou qu'on ne savait pas qui nous habitent. Cette façon-là. De cette mesure-là, oui, je pense que c'est un espace intermédiaire. Merci. Nicolas? Ben oui. Pour moi, c'est une évidence pour moi. À la fois la littérature quand on la fréquente comme lecteur, mais aussi quand on la fabrique. J'ai l'impression qu'on ne peut jamais être autrement que dans un espace intermédiaire. Quand on est dans une œuvre et qu'on n'est pas dans un espace intermédiaire, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la littérature. Écrire, il me semble, c'est se placer dans une curieuse posture où on est à la fois, où on n'a jamais été aussi présent au monde et aussi absent au monde. Puis c'est dans cette espèce de paradoxe, dans cette tension qu'on crée. Puis je pense que c'est vrai pour l'ensemble des champs d'expression artistique. Je pense que tous les artistes font ça. Je pense que la littérature, c'est particulier. Il y a quelque chose de particulièrement intense là-dedans. Non, là, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais enfin, moi,
je fais du roman, je fais de la littérature narrative. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans le récit et dans... je pense que c'est Vincent tantôt qui parlait de construire des mondes, de démultiplier de l'utilité de la littérature, d'enrichir cette expérience du monde qui est la nôtre individuellement, qui est, il me semble, plutôt pauvre. Je dis rien de nouveau là. Et par cette position particulière dans laquelle, par son aspect curieusement immersif, parce que drôle d'immersion, mais c'est une immersion par en dedans, dans le roman par exemple, la littérature nous permet justement de fréquenter des mondes supplémentaires, mais qui deviennent notre monde par un effet de contamination, de porosité, où tout ça finit par se confondre dans nos mémoires imparfaites. Et voilà. Alors j'ai vraiment l'impression que oui, on est au cœur de l'affaire quand on parle de... Et cette citation est très belle. Oui. De renoncer aux deux camps et de se situer dangereusement entre les deux. Oui. J'arrive, mais c'est pas un hasard si tu l'as choisi cette citation, j'imagine. Non, c'est pas... Tu l'as pas... J'ai pas pigé dans une... Non, c'est ça. Vincent? Quand j'entends espace intermédiaire, je peux pas m'empêcher de penser finalement peut-être à ce qui m'intéresse ces temps-ci, ou ce qui m'a intéressé dans le fantôme de Suzuko, c'est-à-dire finalement les fantômes, qui sont des figures finalement en tant que telles pour moi intermédiaires dans la mesure où ils se retrouvent, bon, ils existent, on suppose qu'ils existent à quelque part entre deux mondes, entre les vivants et les morts, mais aussi entre la réalité et la fiction. Et peut-être que finalement, quand je réfléchissais, la figure du fantôme, elle ressemble finalement à la figure de l'écrivain, qui est à la fois dans son texte, mais aussi à la fois devant son ordinateur, à taper des mots sur son clavier. Puis lui aussi, dans une certaine mesure, il fait le pont entre deux mondes, sa quotidienneté, son monde aussi intérieur, et après une espèce de projection peut-être de son monde intérieur à l'extérieur, mais je pense qu'il est, on pourrait dire peut-être qu'il est dans le passage, justement toujours dans le passage, et jamais à l'endroit où il est. Si je suis devant mon ordinateur, je suis pas vraiment dans mon ordinateur, ou quand j'écrivais Le fantôme de Suzuko, j'étais à Montréal, mais j'ai passé 3 ans à Tokyo, en train d'écrire à Montréal le roman. Donc c'est ça, il y a comme une idée de passage, je pense, dans cette idée-là du fait d'être intermédiaire, par lequel l'écrivain ou l'écrivaine est obligé de se situer, mais en mouvement, justement. Je pense. Ben, c'est d'autant plus intéressant. Excuse-moi, vas-y. Non, mais je veux dire, puis cet espace intermédiaire, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est cette analogie du fantomatique comme figure de l'écrivain, mais et pour le lecteur aussi, il y a une petite plus-value pour l'écrivain. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on écrit. Il y a quelque chose qui nous est d'abord apparu plus jeune dans la lecture. Et il y a une forme de lecture, puis c'est ce que j'essayais de dire de manière un peu en cabotinant dans ma première réponse, mais quand tout à coup le texte nous fait perdre le nord quand on lit et on le sent à la lecture dans certaines œuvres, puis c'est fugace, puis c'est pas tout le temps, puis je veux dire, il y a des lectures qu'on fait, puis c'est correct, on se divertit, puis on y va, mais c'est pas là que ça se passe la littérature à mon avis, c'est quand justement on a l'impression, lorsqu'on lit, qu'on est en train d'écrire. C'est pas une nouvelle idée, là, mais j'y tiens et je trouve qu'elle rend compte de cette expérience très très particulière de l'entre-deux dans lequel nous plongent les grandes œuvres et les œuvres qui nous touchent particulièrement, parce qu'on peut être indifférent devant une œuvre jugée extraordinaire par d'autres et inversement. Et j'ai l'impression que quand on écrit, ce que j'essayais de dire maladroitement tantôt, c'est que quand on écrit, on accentue cette possibilité de se trouver dans cette espèce de no man's land absolument extraordinaire. Puis c'est fugace aussi, là. Je veux dire, ce que décrit Vincent, c'est pas 8 heures par jour. Hein. Il y a, comme tu disais, il y a quelque chose de très prosaïque. Non, mais je veux dire, des fois, c'est l'écran, là. Puis c'est le backspace, la répétition. Voilà. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça, en fait. Oui. C'est surtout le backspace. Comme si, finalement, l'espace intermédiaire, c'est le livre qui existe, mais à côté du livre, c'est-à-dire toutes ces backspaces-là qu'on a fait, toutes les choses qu'on a coupées, c'est ça
en tout cas, la C'est les matière fantômes du du livre, ouais, exactement, l'ombre qu'on a choisi d'éliminer Ouais. du livre qui demeure. Mais ben, ça devance un peu d'autres avenues que je voudrais qu'on emprunte, mais je trouve ça d'autant plus intéressant parce que tu parles de fantômes. Chez toi, David, c'est clair qu'il y a vraiment des créatures presque fantastiques qui ne le sont pas en même temps. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que vous avez tous un parti pris réaliste, à moins que je me trompe et que j'ai mal lu. Mais, donc, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que tu parlais du réel, c'est toujours dans le réel, ça fait juste... Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, en fait, d'être dans cette convention réaliste, tout en nous forçant, comme lecteurs et lectrices, à sortir de notre zone de confort, finalement. À toujours se demander, est-ce que c'est du lard ou du cochon, comme disait maman. Donc... Le titre de chapitre, ça remonte à loin de Stanley Fish, Real compared to what? On est toujours là-dedans. Réel, oui, parce que tu dis réaliste, mais il y a des mondes entre nos mondes. C'est-à-dire, c'est vaste dans cette appellation de réalisme. Il y a une part d'étrangeté fondamentale du réel qui, je pense, apparaît dans les textes de Vincent et Nicolas aussi, comme dans les miens, qui est peut-être des fois souligné, qui ressort avec peut-être plus de force que dans notre quotidien, le plus quotidien, disons. Quand j'écris, je me dis pas je vais écrire une œuvre fantastique ou une œuvre surréaliste ou une œuvre comme ça, mais ça le devient des fois en partie, ne serait-ce parce que l'écriture appelle cette étrangeté-là ou finit par relever une part d'étrangeté du réel, l'accentuer peut-être ou la pointer un peu du doigt. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi dans les textes de Nicolas et Vincent quand je les lis. Ouais, là, tu devances vraiment mon autre question, mais c'est pas grave. Justement. Donc, c'est ça. Dans vos livres, on assiste aussi à une forme de contamination, je dirais, contamination de vos personnages, parfois avec le lieu, avec l'espace, chez les trois d'ailleurs, parfois avec l'autre, qui peut être soit un humain, une femme, un homme ou un animal, des fois, que parfois vos narrateurs vont décider de suivre à leurs risques et périls. Et cette contamination provoque précisément ce dont tu viens de parler, qui est une forme d'étrangeté, qui vient contaminer le lecteur aussi, la lectrice. Puis j'aimerais ça que vous développiez un petit peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est intéressant justement dans cette étrangeté qui contamine tout, y compris celui qui va vous lire? Et est-ce que vous vous sentez en contrôle de cet effet d'étrangeté? Ou est-ce qu'il se produit à votre insu? Et peut-être, comme sous-question, de façon un peu plus concrète, plus technique, est-ce que ça se construit, une étrangeté comme ça? Est-ce qu'on peut la provoquer quand on écrit? Est-ce qu'on peut décider qu'on va provoquer cette étrangeté comme effet chez le lecteur? Ben, moi, je dirais que... s'il y a une construction, pour moi, c'est... tu parlais de réalisme tout à l'heure, c'est-à-dire que l'étrangeté, je sais pas si elle ne peut naître que dans un cadre réaliste, mais il me semble que le réalisme accentue l'étrangeté. Mais pas nécessairement l'étrangeté pour les personnages qui sont à l'intérieur du récit, mais pour les personnages qui sont, au fond, pour le lecteur ou la lectrice, dans la mesure où, dans un cadre complètement réaliste, si ce crayon commence à virevolter et que nous, on ne réagit pas, ben, le lecteur va trouver ça étrange. Et c'est ce décalage-là entre la vie des personnages qui ne remettent pas en question leur monde, pour ça qu'il y a comme deux... Il y a le fantastique où il y a l'effet sur le lecteur, puis il y a l'effet sur les personnages du livre. Et je pense que un des ressorts, en tout cas pour moi, c'est de faire en sorte que pour les personnages du livre, tout se passe comme si de rien n'était, rien n'est remis en question, et là, nécessairement, pour le lecteur, en tout cas, j'ai l'impression que là, lui, il y a un sentiment d'étrangeté. Il vient du fait que les personnages ne trouvent pas ça étrange. Donc ça, et plus la trame, ou en tout cas, ce sur quoi j'ai travaillé pour le fantôme de Suzuko, mais même pour le cadavre de Kowalski, c'est de mettre en place des
une géographie et une intrigue très réaliste pour que les ressorts fantastiques ou bizarres, il y ait étrange, il y ait, je sais pas, il y a une sorte de pouvoir. Sinon, si tout est étrange, il n'y a plus rien qui est étrange. Peut-être que c'est la différence entre la fantasy puis finalement le réalisme magique, quelque chose comme ça, mais ouais, c'est un peu là-dessus que c'est ça sur quoi je travaille. Mais on n'est pas dans le réalisme magique du tout non plus. D'ailleurs, les catégories, je sais pas trop, mais ouais. Mais Nicolas, oui. Ouais, moi, ce qui m'intéresse de l'étrangeté, c'est justement cette espèce de double reconnaissance et méconnaissance qui agissent en même temps, simultanément. Moi, je ne fais pas du tout le même genre de truc, mais quand on se place dans ce qu'on raconte depuis le début, dans cette espèce de non-lieu, à la fois profondément dans le monde, parce qu'on crée, on fait que tricoter des petits fragments de réel. On n'invente pas grand-chose. C'est dans la Macédoine qu'on crée. Et il me semble que c'est plutôt... ce qui est plus difficile, c'est de ne pas faire étrange. Moi, j'ai l'impression que je fais étrange parce que j'aime ça et j'essaie de rendre la réalité aussi étrange qu'elle puisse me paraître quand je m'y enfonce en écrivant assez fort. Mais je pense que les écrivains qui réussissent à masquer ça travaillent très fort. Travaillent peut-être plus fort que moi. Créer cette espèce de fluidité, de transparence d'un récit qui nous paraît le miroir du monde, etc. Et j'en parle pas mal, mais je veux dire qu'il me semble que là, il y a un travail énorme à faire. Non? Comme faire disparaître la voix de celui qui raconte le plus possible. C'est de la job, là. Et les gens s'imaginent qu'être un extraordinaire styliste, c'est d'être ostentatoire, alors que c'est beaucoup plus difficile de faire l'inverse, à mon avis. Mais quand même, tu dis « je fais étrange ». Donc, mais, tu travailles aussi ton étrange. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de l'écriture nous révèle l'étrangeté du monde. Ouais. Et enfin, comme j'essayais de le dire plus tôt, moi, c'est pour ça que j'écris. C'est de me mettre dans ces états-là où tout à coup, cette table, aussi banale soit-elle, est très curieuse et obsédante. Mais là, après ça, de refaire le travail inverse pour rendre ça... lisible. Lisible d'une autre manière. Ouais. Plus transparent. C'est de la job. Job que je ne fais pas. Moins. Je vais rebondir sur l'aspect, ta question était vaste, donc je vais revenir sur les aspects du début de la question. Tu parlais de la porosité et de la contamination. Puis quand je travaille mes livres, j'essaie de brouiller, de briser ou de brouiller du moins les frontières entre l'humain et l'animal, entre le rêve et la réalité, entre le passé et le futur parfois, entre la vie et la mort aussi. Parce que je pense que ce sont des frontières qui sont en partie artificielles, qui ne sont pas entièrement réelles. Dans le monde d'aujourd'hui, on pense beaucoup la relation entre l'humain et la nature, la relation entre l'humain et le monde animal, et la violence du rapport humain avec la nature et le monde animal vient aussi du fait qu'on s'en différencie. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à la distinction entre ce qui est la réalité et l'onirisme. Je ne trouve pas que le monde du rêve soit du monde imaginaire. Pour moi, je vois c'est comme une autre forme un autre aspect de notre réalité. On vit réellement une forme de vie onirique de notre sommeil. Et je pense que c'est important. Pour moi, c'est important dans ma démarche de réfléchir à ces frontières-là, avec des personnages qui deviennent des animaux, des gens dont le rêve contamine la réalité, des gens qui sont contaminés par la maladie qui n'est pas distincte d'eux, mais qui fait partie d'eux-mêmes, comme ça. Et ça, ça crée justement une part d'étrangeté, sans que je me dise que je vais faire étrange. Mais ça reflète une forme d'étrangeté du réel où ces frontières-là ne sont pas toujours évidentes, mais quand un personnage parle à sa maladie, qui devient un personnage à qui il s'adresse, que lui-même se fantasme comme un être maladie future, ça crée cette étrangeté-là avec une nécessité, je pense, qu'il y a quelque chose un peu presque de politique, de réfléchir aux frontières entre ces réalités. D'écologique aussi. Aussi. Je veux dire, du politique. Oui, c'est plus vaste, mais c'est complètement aussi. C'est parce que c'est aussi des frontières avec le végétal dans ce aussi, que tu fais. Il y a aussi, c'est vrai. cette espèce d'enterrement, de la décomposition, oui, de faire un avec l'humus, la terre, vraiment, donc quelque chose de... peut-être aussi, bon, c'est toujours un peu dans le même, je voulais vraiment qu'on creuse un petit peu toujours le même, je trouve que
vous mordez toujours le même os. Les trois, vous êtes très obstinés, je trouve, dans votre récit, dans votre écriture. Puis je trouvais ça intéressant de l'être aussi peut-être dans mes questions. Là. Donc, je trouvais aussi qu'il y a une sorte donc, d'obsession descriptive dans les trois. Moi, ça m'a frappé de manière très différente. Vous avez vraiment pas le même style, mais une espèce d'attention, je dirais, qui est comme toujours très tendue, un regard sur le monde, très, très perçant. On sent que vous voulez comme... je ne sais pas, creuser, aller en profondeur dans la description de ce que vos personnages vivent ou aussi de l'extérieur, du monde extérieur. Et je me disais donc justement que comment dire, fuir ou voyager peut-être, mais dans une espèce de totale présence. Je pense que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Nicolas, l'espèce de qu'on n'est jamais aussi présent au réel que quand on écrit, tu sais, donc... Et quand on le quitte. Que quoi? Que quand on le quitte pour écrire. Exact. Puis donc, parfois même jusqu'à la disparition, un peu comme j'ai pensé en vous lisant à certains romans de Paul Auster, une espèce de disparition, de dissolution, en fait, dans le réel. Donc, je me demandais qu'est-ce qui est si puissant, justement, dans l'écriture, puis peut-être que vous allez vous répéter, je ne sais pas, mais pour que vous la laissiez vous absorber à ce point-là, comme vos personnages sont absorbés dans leur histoire. Je sais pas, tu parles d'obsession. Bon, après ça, là, j'ai pas fait la réflexion que manifestement tu as faite qui t'a mené à ce genre de questions. Par rapport... Moi, j'ai pas l'impression d'être un écrivain qui est obsédé par la description, mais évidemment, difficile de faire des œuvres narratives si on s'intéresse pas à la description. Moi, j'ai plutôt l'impression de toujours essayer de la morpionner, la description, qu'elle soit toujours hybride, qu'elle soit presque narrative, la description. J'ai un peu l'impression que c'est pour ça qu'on parle souvent d'une écriture cinématographique, ou je ne sais trop quoi, donc ça bouge. Quant à l'obsession, ben... Je pense que faire de l'art, c'est d'être obsédé. Là. Et que je pense qu'il y en a qui masquent mieux l'obsession, qui se révèle plus tardivement dans un corpus. Et peut-être qu'on est particulièrement incompétents tous les trois et que notre obsession transparaît très rapidement. On n'est pas aussi futé que notre camarade Olga là, qui nous fait croire là, qu'elle raconte le communisme et qu'elle fait tout à fait autre chose. Alors je suis sûr qu'Olga aussi est une écrivaine obsédée mais plus habile que nous et ça se révélera plus tard. Je sais pas, quand on parle d'obsession et d'écriture, j'ai beaucoup au cours de ma carrière enseigné pas le Grand Cahier, mais la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe. Alors, le Grand Cahier, La Preuve et le Troisième Mensonge, sa trilogie. Puis, je faisais à une époque, je faisais lire aux étudiants une transcription d'entrevue que donnait Agatha Christophe à un moment donné à la fin de sa vie. Puis, elle disait, j'écris le Grand Cahier, puis bon, parce que j'avais besoin de l'écrire. Puis là, je me suis dit que j'allais écrire un autre livre. Et Les villages de mon enfance ne m'avaient pas lâché. Et d'œuvre en œuvre comme ça, elle n'écrivait pas la même histoire. C'était une reprise, au sens, pas de répétition, mais de revenir sur le même, mais autrement. J'ai un peu l'impression que c'est en condensé ce que tous les artistes, que tous les écrivains font plus ou moins explicitement. Puis je pense pas... En tout cas, moi, il y a une bonne part de ce que je fais. J'écris les livres que j'écris parce que j'ai étrangement besoin de les écrire et je fais de la fiction et c'est ce qui me plaît, c'est de découvrir par la suite à quel point c'est obsessif tout ça et ça finit par se ressembler. Il y a tout un jeu après conscient de ce qu'on fait, mais je veux dire, au fond, il y a cette espèce de retour constant à une matière qu'on remodèle, par permutation, par reconfiguration. Oui, on est toujours dans l'obsession, il me semble. Névrotique. Les écrivains que je préfère ont un rapport obsessionnel à l'écriture. Je pense que c'est souvent, c'est le cas de beaucoup d'écrivains, mais il y en a qui c'est très marquant. Puis souvent les écrivains traitent obsessivement le même sujet sans arrêt, tout le temps.
Des fois, ça paraît énormément et c'est correct que ça paraisse. Des fois, c'est mieux dans la subtilité, mais même des fois, ça saute aux yeux et c'est bien. Mais je pense que c'est assez proche comme que l'écriture est une démarche, qu'il y a quelque chose qui est lié à l'obsession. Pas nécessairement l'obsession de son sujet ou de la nécessité d'écriture, mais ne serait-ce que dans l'obligation à travailler. Il faut s'obliger, je pense, à être obsédé par son sujet, même quand on ne l'est pas toujours, pour arriver, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je m'oblige à travailler un nombre d'heures par jour de façon très méthodique, et c'est ce qui fait sortir le texte. Mais ça, c'est comme si la démarche obligeait à se dire je dois être obsédé par ce que je fais, le faire tout le temps pour parvenir à produire le travail, et ça se peut que ça revienne dans le... Puisque les œuvres, qu'on le veut ou non, parlent peut-être, je pense, de l'écriture, de ce qu'elles sont écrites. Et peut-être cet aspect-là réapparaît à l'intérieur de façon obsessive aussi. Chez toi, tu veux dire particulièrement? Chez les autres aussi, peut-être. Je réfléchis en même temps. Je sais moins Nicolas, je pense que Vincent a une genre de rigueur de méthode qui est assez... J'ai aucune rigueur. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je m'enfermais pas, si je m'obligeais pas, si je me fouettais pas, j'écrirais des livres de personnages. Peut-être. Voilà, quelque sorte. Toi aussi, pour d'autres raisons, on en parlera. Mais... Salaud. Des bonnes raisons. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas m'étaler pour rien. C'est vraiment... Vincent, peux-tu répondre à l'obsession? Oui, ben, au fond, c'est sûr que... C'est quand même toi qui parle de fantômes. Hein? Assez, je pense. Mais Es-tu hanté, on peut dire ça? Ben, je suis hanté, clairement. Ben là, je pense aussi, peut-être que, puisque tu parles de... Tu me lances la balle sur le fait d'être hanté, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose comme dans l'écriture de se... Ça n'existe pas comme mot, mais de se déhanter. De chasser cette hanté. S'exorciser. Oui, de s'exorciser. Puis c'est sûr que ça me rejoint quand tu parles, David, de cette obsession, mais pas nécessairement de la littérature ou d'un projet, mais genre de se mettre au travail. Puis je pense que, bon, beaucoup de personnes veulent écrire des livres. Et la différence entre ceux qui écrivent des livres et ceux qui n'en écrivent pas, c'est qu'il y en a qui en écrivent. Mais c'est juste parce qu'ils le font, mais ils le font, tu sais. Et les autres, ils veulent le faire, mais ils le font pas. Donc, je pense que déjà ça, il faut, en tout cas, avoir cette obsession de se dire, ben, ok, je vais le faire. Et je me dis souvent aussi, tu sais, ben, pour ma part, j'ai l'impression de jamais écrire le livre que je veux, mais le livre que je peux. C'est toujours où tu as une espèce d'idée à laquelle tu t'accroches, mais après, les autres idées, pour moi, par exemple, dans Le Fantôme de Suzuko, c'est vraiment pas le livre que je voulais écrire. Non. Non, mais c'est-à-dire, c'était justement le livre que je voulais pas écrire. Mais il s'est imposé et tu sais, ces 800 pages que j'ai comme mis aux poubelles, mais c'était tous les autres livres que je voulais donc écrire, mais que ça ne marchait pas. Et finalement, peut-être que j'ai lâché prise à un certain moment, puis je me suis dit, puis là peut-être c'est comme l'inverse de l'obsession, peut-être que j'avais été assez obsédé, j'avais écrit tous les autres livres que je voulais écrire, mais finalement j'ai décidé d'écouter, ça fait cliché, là, mais ouais, d'écouter le fantôme, mais tu sais, d'écouter ce qu'il y avait, mais ce que je pouvais faire, et non pas ce que je voulais faire, puis je suis beaucoup là-dedans finalement, puis peut-être que ça permet aussi d'accepter les livres qu'on a fait. Parce que on n'a pas. Moi, les livres, c'est pas nécessairement les livres que j'ai voulu faire, mais c'est des livres que j'ai pu faire. Puis, j'ose espérer qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais est-ce qu'ils seront meilleurs, moins bons, ou plus intéressants, moins intéressants, c'est pas vraiment important, mais ce sera comme un peu creuser mon trou littéraire là, dans lequel... Mais ce qu'on peut faire, c'est pas ce qu'on doit faire, peut-être, justement, je dirais. Mais peut-on faire ce qu'on veut faire? Ben oui. Il faut imaginer un livre qu'on veut faire pour en faire un autre, mais on fera jamais le livre parce que c'est quand c'est dans l'écriture que ça se passe. Exactement. Mais pourquoi certains, justement, écrivent et d'autres pas, alors que beaucoup veulent écrire? Pourquoi vous? Beaucoup de monde écrit. Ouais, beaucoup de gens veulent écrire aussi. Oui, ben ça, c'est sûr. Surtout quand on est à la retraite, mais aussi. Ça s'en vient surveiller mes parutions.
blague à part, j'ai l'impression d'avoir écrit exactement le livre que je voulais écrire, donc je pense que c'est possible aussi. Ouais. Mais je suis retombé sur des notes il y a quelques temps par hasard, et mes notes de travail, c'est exactement ce que j'ai fait après. Donc, probablement qu'il y a une part qui m'a échappé, il y a une part d'inattendu, il y a une part d'inconscient, mais c'est comme si le projet, l'idée du projet, le projet tel qu'il était appliqué, je pense qu'il n'y a pas de règle. On a souvent tendance, quand on parle de littérature, à dire il ne faut pas faire ça, il faut faire ça fonctionne comme ça. Mais en fait, on est souvent surpris par comment ça fonctionne et ce qui se passe réellement. Et de faire exactement le livre qu'on voulait faire, c'est un peu s'imposer des règles très strictes. Ben, Là, je te tire la pipe. Ouais, non, je ne sais pas si je m'étais vraiment imposé des règles. Je me souviens plus exactement de Ça manque d'animosité, notre affaire. Ouais, c'est vrai. Okay, on va se fâcher un peu. Mais je ne sais plus parfaitement de tout le processus créatif. C'est d'un livre que j'ai pas réussi à faire, mais l'idée, les notes que j'ai prises à la base, une demi-page de notes, c'est exactement ce qui apparaît après. Donc, il y a quand même une sorte de projet qui était là. Mais ensuite, dans la façon d'écrire, dans la langue, dans ce qui est réellement le texte, dans certaines images qui sortent, il y a quand même... C'était aussi une provocation de dire que j'ai écrit, que je devais faire un peu. Mais il y a... On peut avoir un projet le réalisant en grande partie tel qu'il est, mais on peut aussi être parfaitement surpris à arriver à autre chose de parfaitement différent et avoir un fantasme d'un livre idéal qu'on n'atteint jamais, je pense. Nourrir l'animosité, je Nourrir vais répondre vite vite. Alors, je je voulais manifestement pas dire que le livre qu'on fait a absolument rien à voir avec le projet. Oui, on s'entend. Mais en fait, moi, si c'est ça, puis là, je t'en veux pas, là, mais pour moi, si c'est ça, c'est planifier le truc, le préparer et là, exécuter, je débarque. Parce que moi, on parlait d'être entre les camps, d'être dans cet espace intermédiaire, ben moi, c'est pendant que je l'écris le livre que ça se passe. J'ai beau y réfléchir pendant des années, remplir des documents Word d'idées, de passages. C'est quand je m'attelle, comme vous le disiez, 8, 12 heures. Moi, c'est pas 8, 12 heures, c'est plutôt 4 à 6 heures par jour, mais sans arrêt. Et c'est là que ça se passe parce que c'est là que c'est trippant, que c'est une expérience avec et hors du réel. Et il y a une part là, d'aventure. Il y a quelque chose qui émerge de ça qui est jamais tout à fait. Une part de surprise aussi. Il peut y avoir un genre de plan général qui sort, mais il y a une part de surprise dans ce qui se produit. Sinon, on s'ennuierait terriblement. Ah oui. Je suis d'accord. Et finalement aussi, c'est... des fois, c'est, pour moi, ou peut-être pour vous aussi, des fois, c'est la peur d'écrire un certain livre qui me retient, par exemple, de l'écrire, mais qui finalement, je finis par flancher à cette histoire qui s'impose, mais pourquoi j'ai pas voulu l'écrire, ou, tu sais, évidemment, j'ai des idées, puis pourquoi j'écris pas cette idée-là qui me vient... au fond que j'ai depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que je réponds finalement à la peur et c'est cette histoire-là de laquelle j'ai le plus peur que finalement j'écris. Qui s'impose. Qui s'impose. On peut faire une psychanalyse. Oui, c'est ça. De Peur ça. de quoi? Peur de choquer? C'est un tabou? C'est quoi? C'est peur de... Je pense qu'il n'y a pas vraiment, pour ma part, il n'y a peut-être pas vraiment de réponse à ça, mais peut-être peur au sens large d'une forme d'inconnu, c'est-à-dire de quête de soi plus approfondie, et donc, et peut-être plus douloureuse aussi. Ouais, c'est intéressant parce que moi j'étais très étonnée, en fait, un peu comme Nicolas, tu viens de répondre, que tu dises je sais ce que je veux faire, je le fais, etc. Tu sais, parce que j'ai plutôt tendance en tout cas, je serais moi plutôt du genre à ce que les choses adviennent, alors que sans y faire attention, en tout cas sans crier gare en quelque sorte, là, que ça advienne par l'écriture. Donc je trouve ça assez fascinant. Mais je pense que peut-être que j'ai mal expliqué le processus, mais c'est un livre qui est né d'un autre livre auquel je travaillais pendant des années, qui s'est décomposé. Puis au moment où venait le temps d'écrire celui-ci, ou quand j'ai eu les intuitions qui manquaient, qui sont venues par des images, des passages que j'avais écrits, j'avais un projet qui me semblait qui était assez clair, un début, une image finale vers laquelle j'allais aller, quelques images clés, etc. Mais évidemment, ça ne fait pas un livre entier dans lequel il y a tous les autres mots. Puis ensuite, il y a une part de moment de surprise par... Là, on parle surtout du fil de l'action, mais le fil de l'action, c'est quelque chose qui est présent, mais il y a la langue qui est là avant tout. Surprise de voir que la langue fait ça, qu'il y a le rythme des mots qui arrivent ici, que ça me fait ressentir des choses, que les personnages vivent des choses que je n'avais pas prévues aussi, et que si j'arrive à la conclusion que j'avais prévue, ça prend un chemin inattendu. Donc, il y a comme ma formule n'était peut-être pas assez nuancée de la façon de le dire.
Mais quand j'ai terminé, j'ai eu l'impression d'avoir quand même fait quelque chose qui se rapprochait du projet littéraire que je voulais, vers lequel je voulais aller. Oui, je pense que tu fais une distinction parce qu'on a un peu l'air de dire que comme si on était déçu parce que c'est la figure de l'artiste qui avait. Mais je pense, en tout cas, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'on est déçu par l'aboutissement, par le truc. Mais par contre, une fois qu'il est fait, ben on est tourné vers autre chose. Ouais, Il n'y a pas cette espèce de on va lire son livre là. Mais oui, il y a quand même une part d'étrangeté, de dépersonnalisation, de sentiment d'aller ailleurs dans le processus d'écriture, même si c'est extrêmement réfléchi, même si ça peut être réfléchi préalablement, qui peut être extrêmement belle, qui peut être extrêmement riche, qui peut être très pénible aussi quand ça ne marche plus, puis quand ça devient sisyphien. Mais il y a des moments, des fois, qui rappellent les meilleurs moments de la lecture. Tu comprends, avec le processus de lecture, quand on lit quelque chose et là, on ressent, on vit quelque chose qui nous ramène à des aspects de nous-mêmes. Il y a des moments dans l'écriture où ça se produit. La grâce. Mais ça n'arrive pas souvent. Tout le reste, ce n'est que Douleur au dos. pur dommage de six. Non, mais oui, puis d'ailleurs, inversement, je sais pas pour vous, mais quand j'écris, puis quand je suis dans cette espèce de, j'allais dire bonheur niaiseusement, mais c'est pas juste du bonheur, comme tu dis, il y a des moments qui sont particulièrement difficiles, mais on aime ça pareil, parce que c'est d'une espèce d'intensité, et que j'essaie, je lis quand même quand j'écris, mais c'est très difficile, parce que dès que je tombe sur quelque chose qui me touche ou qui m'intéresse, je le lâche pour aller écrire. Il y a quelque chose dans la lecture qui est comme une impulsion, quand ça marche, on a juste envie d'aller écrire. Ça nous relance dans le désir de création. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ou alors je lance dans la salle? 18h24. OK. La même... Une autre question. Alexandra dit Une autre oui. question? OK, je pensais que vous mourriez d'intervenir. OK. Donc, ça va être un peu plus prosaïque, on va revenir doucement. Donc, quel rôle donc joue le voyage, la fuite ou le mouvement justement dans votre processus d'écrire? Puis, comme j'aime bien les sous-questions, que vous faut-il fuir donc pour pouvoir écrire? Je pensais à ce mot en anglais, estrangement, qui dit, je trouve, le processus nécessaire peut-être à l'écriture, comme couper les ponts avec les autres, couper les liens. Et donc, le voyage qui serait nécessaire à l'écriture ne serait-il pas plutôt de cet ordre-là? Une nécessité de couper avec les autres, avec le monde réel pour plonger dans son monde. Je sais qu'il y a des blondes et des chums qui sont là, peut-être des blondes en tout cas. Donc... je ne sais pas. Mais il y a plusieurs aspects à la question. Les questions sont trop longues. Non, elles sont excellentes. Je vais aller de façon très prosaïque la question la plus terre-à-terre de la question. Dans mon propre processus d'écriture, je peux écrire tout le temps en toutes circonstances, mais ce qui m'aide le plus, c'est pas de me couper du réel parce que ça, j'y arrive pas. Je pense qu'on est toujours dans la réalité. Mais passer plusieurs jours sans parler à personne, dans un lieu clos, dans un chalet par exemple, idéalement sans Internet, sans téléphone et sans relation humaine, c'est ce qui me fait écrire le plus efficacement et plonger le plus facilement dans l'écriture. Puis je l'ai fait parfois pendant presque un mois, donc comme ça sans parler à personne et sans trop communiquer avec le monde extérieur. Et ça m'aide à me recentrer dans le processus d'écriture et dans la rigueur de travail aussi, où ça devient... où je me laisse travailler tout le temps, sans arrêt, presque sans arrêt. Donc, moi, c'est un processus qui m'aide. Recentrer dans le processus d'écriture et dans... J'ai une belle voix. C'est terrible s'entendre. Je vais m'entendre qui dit ça. C'était ma réponse terre à terre. Ça contamine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, par exemple. Je pense que oui. J'allais faire une mauvaise blague. Je pense que d'écrire... Je pense que le voyage, c'est en fait... d'écrire en voyage, de s'arracher au lieu où l'on est, parce que bon, je l'ai fait pour Vol d'Est 408, mais ça simplifie un peu l'affaire. Parce que déjà, on se place dans une situation où il y a une distance, où tout à coup, le réel, d'où l'on se trouve, bon, ça dépend de mon voyage, là, si on connaît trop bien la place, ça ne doit pas produire cet effet-là, mais ça nous aide à produire l'effet qu'on doit produire quand on écrit. Là, je suis en train d'écrire à propos de Montréal, mais il faut que je me mette dans un état où je mets Montréal à distance, où je mets le lieu. Il ne peut pas pour moi y avoir de proximité, d'immédiateté.
Et j'ai l'impression que... Excuse-moi, je voulais répondre sur un truc que... Là, j'ai perdu le fil avec ta voix en boucle. Mais c'est ça, le voyage, c'est sans intérêt. En tout cas, c'est-à-dire, répondre à la question, la littérature pour voyager. Je pense que puis ce que le voyage fait, c'est nous permet de, lorsqu'on revient chez soi, que chez soi soit étrange. C'est ça l'intérêt. Puis pour ça, le voyage, quand c'est une fuite, ça marche pas. C'est le qu'on traîne le plus avec soi, ce qu'on tente naïvement de laisser derrière. Mais le voyage et l'écriture, comme cette idée de se dépayser au sens de se faire violence dans notre rapport à un réel ronronnant, anesthésiant, que l'on connaît trop et qu'on ne voit plus se rincer le regard. Puis tu parles de déconnexion, là-dessus je voulais rebondir. Beaucoup de gens que je connais, d'amis écrivains, c'est le fantasme, puis je le comprends. Et manifestement, je suis mal fait, mais moi, ça, le chalet, pas de Wi-Fi, parler à personne, je pense qu'après 2 jours, je me flinguerais. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt que quand j'écris, puis je pense que mes proches peuvent en témoigner, je deviens très désagréable parce que je suis pas tout à fait là. Mais je suis là. Et je parle tout le temps. Mais je parle de mes affaires. Puis là, ça me fait penser à un essai dans le dernier recueil. C'est son premier recueil d'essais, mais il y a quelques années, 2 ans peut-être, Tanguy Viel, un écrivain que j'aime beaucoup, a publié un recueil d'essais. Puis un de ses essais porte là-dessus tous les romans avortés d'un écrivain qui parle trop tôt de son idée et qui, par la réaction des gens qui font comme... est complètement castré et jette à la poubelle... Alors ça, c'est une forme de gros backspace. Et ça, je fais ça constamment, mais je m'entête. Et voilà. Mais c'est ça. Il y a toutes sortes de façons de procéder, mais c'est ça. Moi, de la même manière que j'ai besoin d'écrire dans des cafés, dans des endroits où il y a du bruit, où il se passe des choses, j'envie les gens qui sont capables de se retirer, puis cette écriture dans un huis clos, c'est formidable. Mais tes personnages ne se transforment pas en orang-outan. C'est ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Il faut aller dans un chalet. Un jour, j'y arriverai. Vincent, peut-être? Moi aussi, au fond, contrairement à David, je pourrais absolument pas... Comme quelqu'un klaxonne. Je pourrais absolument pas me reclure dans un chalet dans le fin fond du bas. Je suis déjà allé à ton chalet d'ailleurs. Puis Ah oui, ouais. Mais j'y ai pas écrit et j'aurais pas pu. Juste parce que peut-être, là tu parlais, puis je me disais... Peut-être toutes les carcasses d'animaux. Ouais, la porte ne se barre pas en plus. Mais c'est vrai. La caisse. Et donc, je pense que je me sens trop seul. Donc, quand j'écris, je suis seul devant mon ordinateur, mais après, j'ai besoin d'un monde extérieur vraiment fort. Il y a des moments d'obsession où je peux pas vraiment voir personne, mais ça dure 1 ou 2 journées. Puis je suis quand même dans le monde, je suis quand même à Montréal, je peux prendre des mers, je vois d'autres êtres humains. Mais, je pense que je me sens trop seul. C'est-à-dire que les périodes où je suis le plus productif, c'est que j'écris moi le jour, de 8 à 5 par exemple, de manière assez régulière. Mais si je vois des amis le soir, j'ai une activité le soir, là, j'ai une super bonne journée de travail. C'est un peu pragmatique de dire ça comme ça, mais c'est très... sinon, la solitude ne s'arrête jamais. Et si on parlait un peu du voyage tout à l'heure, ces dernières années, j'ai fait quelques résidences d'écriture. Et ça, pour moi, c'était vraiment les périodes de nourriture pour l'écriture. C'était pas des périodes... Oui, j'ai pris des notes, tout ça, mais c'était pas un projet encore très construit, évidemment. Mais peut-être, à quelque part, je souffre de solitude dans l'écriture, et donc j'ai toujours besoin, ou j'ai beaucoup besoin de cette extériorité-là pour finalement vivre sainement.
sais, je deviendrais complètement cinglé, sinon, tout ça dans un chalet là, de Shining. Moi, je veux pas ça. Quand on prend une pause, on peut aller fusionner avec les champignons et le lichen. Donc C'est ça. c'est pas vraiment ça. Non, mais C'est bon quand même. c'est fascinant comme il y a une forme d'adéquation entre notre méthode et la matière qu'on produit. Voilà. Hein, tu sécrètes des œuvres d'êtres esselés et puis moi de personnages qui sont seuls dans une foule tout le Très temps, urbains qui sont aussi. oui, puis qui sont dans et toi dans cette espèce d'entre-deux. Vraiment. Il me semble- Ouais, ouais. Puis, non, mais puis ce que tu racontes sur le. Tu sais, il faut vivre. Il me semble. Enfin, je comprends qu'il y a des écrivains qui sont très productifs, reclus, une anecdote, je me souviens que la première fois que je suis allé à Lisbonne, j'étais en train d'essayer de finir le deuxième roman, Variété Delphi, qui n'a rien à voir avec Lisbonne, dans lequel j'ai à la fin introduit de la matière lisboète pour préparer le troisième. Et j'étais là 2 semaines, puis c'était mon ami Patrice Lessard qui m'avait invité à la dernière minute à aller dormir sur le divan de l'appartement qu'il avait là-bas. Et Patrice Lessard était complètement découragé parce que j'allais m'asseoir tous les après-midi au café, puis j'écrivais pas. J'y arrivais pas parce que j'étais à Lisbonne, puis je tripais, puis je regardais les gens. Puis Vous avez beaucoup trop aussi. Oui, aussi, toujours. Et on discutait, puis je me souviens de te l'avoir dit, ben, je suis sûr que c'est pas perdu tout ça, là. Hein, tout ce que, et tout ça, c'est ce qui a donné le troisième roman. Je pense qu'il y a des moments aussi où il faut accepter que on engrange. Bon, on fait son miel. Bien, merci beaucoup. J'aimerais bien voir si vous avez des questions dans la salle ou si vous êtes trop remplis de... Oui, Patrice Lessard. Ouais, je suis arrivé un petit peu en retard, fait que j'ai peut-être manqué quelque chose de Tu fondamental. veux qu'on résume? Tu veux que... Ah non, on a commencé. Mais vous avez vraiment rien réglé, là. Hein? On s'est même pas lancé de roche. On t'attend, De ça livre. va être bientôt ton tour. Ah ouais, c'est ça. toi qui vas avoir la réponse. Ah, je vais vous régler ça. Le gars va faire un duo avec toi, là, on va tourne chanter. en rond, je vais régler ça en dessus. C'était ça ta question? Ouais, c'est du pur cabotinage. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions plus sérieuses? Je te dis que Patrick- C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens plus sérieux dans la salle? Non? Non, mais j'avais une chose qui me venait en tête en écoutant des écrivains au travail, les conditions dans lesquelles ils se mettent pour travailler, puis ça m'a fait penser aux lecteurs beaucoup. Je trouve la question de la fuite puis du voyage, c'est vendeur, hein, pour les lecteurs. On dit lisez pour fuir votre Quotidien. voyager, vous allez découvrir le monde. Puis avec le temps, parce que j'ai beaucoup de temps d'ailleurs, accumulé, je veux dire, je me suis rendu compte que pour le lecteur, en tout cas, c'est tout ce que je suis par rapport à la littérature, je suis juste un lecteur. C'est pas ça. Ça fait pas fuir, ça nous fait pas voyager, ça nous fait découvrir au plus profond de nous ce qu'on est, parce que c'est ce qu'on cherche quand on lit sur ailleurs, quand on est confronté à d'autres vies que la nôtre, etc. C'est finalement nous qui nous découvrons dans cette lecture. Ça nous fait rester, en fait. Puis, c'est intéressant, je trouve ça. Ouais, je trouve qu'on vend la littérature beaucoup avec l'idée de la fuite et du voyage, alors que le bénéfice pour le lecteur, il n'est pas là. Non. En tout cas, c'est pas une C'est question. d'être capable de rester précisément C'est- ancré. Puis... En revenant en voiture du BIC récemment, on écoutait en podcast une entrevue de David Sedaris, écrivain américain qui fait des essais, des autobiographiques, qui est très très connu. Là, Sedaris est particulièrement drôle, mais là, il y a un journaliste un peu poche, mais qui lui pose des questions, puis là, qui lui demande, bon, une question correcte, mais c'est quoi pour lui un bon livre? Puis j'aimais beaucoup l'image de sa réponse. Il dit, ben, pour moi, un bon livre, c'est un livre dont je reviens. Il me semble que c'est quelque chose comme And I'm one size bigger. Que je ne rentre plus dans mes vêtements, que j'ai pris de l'expansion par en dedans. Je trouvais que c'était. Puis que ça rejoint un peu ce que. C'est plutôt par en dedans qu'on s'enlise plutôt que fuir.
Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on va en voir. C'est toujours une période de malaise, une période des questions. Oui, ben. Parce que c'est gênant de les poser. Ouais. Donc, ben, merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci. Merci à toi. Merci.